Donc ce soir, on a le plaisir, le privilège de recevoir Paul-André Mort, ancien magistrat, qui a publié pas mal, entre autres aux éditions DDM, Folfer et chez Apoxis. Tous les livres, vous pouvez les trouver à la librairie française, et je pense qu'un jour, vous viendrez dédicacer. On verra ça avec Thibault de Chasset. Donc le thème retenu pour ce soir, c'est l'Europe porte-t-elle à sa perte? Ou en d'autres termes, l'Europe est-elle victime d'une maladie qu'on pourrait appeler une sorte de suicide moral, démographique, économique, politique? La déclinaison est fort longue, serait fort longue. Et d'ailleurs cette année, il y aura d'autres conférences sur le même sujet. À vous, cher maître. Eh bien, je vous remercie de votre invitation. Alors, est-ce que l'Europe court à sa perte? D'abord, qu'est-ce que l'Europe? Est-ce que c'est la même chose que l'Occident? L'Europe est-elle cette entité définie par le général de Gaulle et qui s'étendrait depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural? Je pense qu'il faudrait avoir une définition meilleure et plus précise à la fois. Je dirais que l'Europe, c'est le berceau d'une civilisation, la civilisation chrétienne. Cette civilisation fondée sur la religion chrétienne imprégna l'Empire romain, et comme cet Empire romain s'étendait depuis la Méditerranée et une bonne partie de l'Europe, c'est cette civilisation qui a régné sur toute cette partie de l'Empire romain et qui a tenu jusqu'à la grande cassure qui a été la conquête musulmane. La conquête musulmane, 732, 632, 732, voilà les grandes dates de la conquête musulmane. Elle est partie depuis l'Orient, l'Anatolie, l'actuelle Turquie, et elle s'est étendue jusqu'à l'Afrique du Nord, et elle s'est emparée aussi d'une bonne partie de l'Espagne, où elle a finalement été éliminée. À partir de la chute de cet empire romain, un autre empire a été fondé grâce à Charlemagne, et il va gouverner le monde depuis la péninsule ibérique jusqu'à la Scandinavie et les confins de la Pologne. Ça, ce sera la chrétienté, berceau de la civilisation chrétienne après la chute de l'Empire. Autre étape à bien avoir en tête, c'est la révolte de Luther, le moine qui va détruire cet empire en transformant une bonne partie de l'Europe par l'anarchie sanglante des révoltes protestantes, anabaptistes, etc. Elle va séparer donc l'Europe du Nord, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Scandinavie et Allemagne du Nord, du reste de ce qu'a été la chrétienté. Deuxième grande cassure de cette Europe qui pouvait avoir un grand destin et qui peut encore en avoir un, à condition de se rappeler quelles sont ses origines. Pendant que l'Europe se débat dans les révoltes protestantes, la France, l'Espagne et le Portugal fondent des colonies aux Amériques. L'Amérique latine est catholique, est fondée à ce moment-là, et on a pu la qualifier de nouvelle chrétienté. En effet, toute la partie méridionale de l'Amérique, depuis le Mexique jusqu'à la Terre de Feu, devient chrétienne
grâce aux prédications des moines et de tous les ordres mendiants. En Amérique du Nord, au contraire, il y a les forces protestantes de l'Angleterre et de la Hollande qui s'opposent au Canada français et à la Louisiane, qui s'étend donc sur une très grande partie de cette Amérique du Nord. Simplement, les puissances anglaises et hollandaises réunies finissent par vaincre la France et elles obtiennent la suprématie dans cette Amérique septentrionale après la guerre de 7 ans. Continuons notre marche historique. Après ces différents épisodes, nous avons un nouveau monde qui naît de la grande révolution de 1789. Cette révolution de 1789 est née des Lumières. Aufklärung en Allemagne, Enlightenment en Angleterre et dans le Nouveau Monde, et elle a subverti toute l'Europe avec les grandes victoires de Napoléon. Napoléon qui a remodelé l'Europe depuis l'Italie et l'Espagne jusqu'à l'Allemagne et la Pologne, en passant par la Suisse et les Pays-Bas. Il a imposé ses codes et ses lois, à commencer par la mise en tutelle de l'Église romaine. Alors, pour bien mesurer la gravité de cette révolution, je vais prendre l'expression même de Paul Hazard dans sa crise de la conscience européenne. Voilà comment il définit ce renversement qu'a été la Révolution et qu'ont été les Lumières. Quel contraste, dit-il dans la préface. Quel brusque passage. La hiérarchie, la discipline, l'ordre que l'autorité se charge d'assurer, les dogmes qui règlent fermement la vie, voilà ce qu'aimaient les hommes du XVIIe siècle. Les contraintes, l'autorité, les dogmes, voilà ce que détestent les hommes du XVIIIe siècle, leurs successeurs immédiats. La majorité des Français pensaient comme Bossuet. Tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire, c'est une révolution. Et cette révolution aboutit, malheureusement, à ce désastre pour la France dont elle ne s'est pas encore relevée, qu'est la Grande Révolution, révolution qui part de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, du principe des nationalités qui naît dans l'Allemagne soumise à cette Aufklärung, et à la lutte antichrétienne sous le couvert de la laïcité, dont les conséquences sont aujourd'hui sous nos yeux. Alors, aujourd'hui, on parle d'Union européenne, ce qui est c'est pas un euphémisme, c'est une contradiction, car malheureusement, l'Europe n'a jamais été aussi désunie, puisqu'elle a pour base uniquement cette Union européenne des intérêts économiques. Or, il n'y a pas de plus grand facteur d'opposition et de division que la concurrence économique, sans organisation des marchés et sans organisation du travail. La libre circulation de la main-d'œuvre entraîne le déracinement des populations et surtout, pour obtenir le moindre coût, l'immigration d'ouvriers non qualifiés venant des pays du tiers-monde. Sur injonction du président français Jacques Chirac, l'Union européenne s'est interdit de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe. Les conséquences sont là. L'avortement est un droit de l'homme, et pour combler le déficit démographique qu'il entraîne, il convient d'importer 50 millions de travailleurs étrangers en Europe, selon des prescriptions découlant d'un rapport de l'ONU daté de mars 2000. Jean-Paul Delevoye a repris ces chiffres le 29 novembre dernier à Créteil, mais c'est Angela Merkel qui l'a mise en pratique.
puisque c'est elle qui a ouvert grand les portes de l'Europe à toutes sortes de... Bien, pour payer les retraites dans une population vieillissante, les cotisations et les impôts ne suffisant pas, la solution idéale pour nos idéologues sans foi ni loi, c'est l'euthanasie des bouches inutiles. Nous avons eu l'exemple tragique de Vincent Lambert. Il va servir de modèle et de déclencheur pour les émules du docteur Mengele qui nous gouverne. Malheureusement, c'est ce qui nous attend. Alors, la honte de l'Europe, eh bien, ce qui caractérise notre époque, c'est l'absence de repères. Une rupture de la transmission s'est opérée dans les années 70. On peut parler de la contagion des universités états-uniennes, caractérisée en particulier par le festival hippie de Woodstock de l'été 69, opposition à la guerre du Vietnam, et puis tout ce qui en est résulté. Nous avons eu ensuite la révolution de 68 en France, avec un bazar épouvantable dans toutes les universités, spécialement dans les universités. Et depuis la révolution de 68, l'enseignement de l'histoire et de la littérature classique, la littérature française comme la littérature latine et grecque, n'ont plus été transmis. Il fut de bon ton de dénigrer nos héros nationaux ou nos chefs-d'œuvre littéraires, si bien que l'enseignement de la langue française elle-même en a pâti. Disparition de l'analyse logique, disparition de l'analyse grammaticale, le subjonctif qui est devenu un mode ignoré de tous les écoliers d'aujourd'hui. Le passé simple est un temps méprisé par les instituteurs qui n'enseignent plus rien. Aujourd'hui, on rougit des croisades parce qu'on n'en connaît plus la signification. Comme le président Macron, on pense et on croit que la colonisation fut un crime contre l'humanité. On condamne le gouvernement du maréchal Pétain car on le croit responsable des conséquences de la défaite de 1940. Alors, quel est notre bel aujourd'hui ? Eh bien, la folle présomption de la jeunesse d'aujourd'hui qui considère que les ancêtres étaient des sous-hommes tout simplement parce qu'ils ignoraient l'ordinateur est caractéristique de l'ignorance et de la naïveté qui prévalent. Leur croyance est que ce qui vient après est nécessairement mieux et plus perfectionné que ce qui a précédé. Belle erreur pour le siècle de l'obsolescence programmée. En réalité, s'il est possible que les techniques et les sciences progressent avec le temps, à condition que les connaissances en ce domaine se transmettent correctement, le progrès moral est complètement problématique. En témoigne en particulier l'évolution de la criminalité. Non pas la criminalité à l'aune des nouvelles normes, mais selon la morale traditionnelle. Et cette appréciation est accablante, ne serait-ce que pour le nombre des avortements et des infanticides. En France, c'est environ 220 000 par an. Mais il est un autre moyen d'appréhender l'évolution de notre société, c'est de connaître la religion qui y prévaut. Ainsi, et depuis plusieurs décennies, les Européens n'enterrent plus leurs morts, ils les brûlent. Leurs coutumes antérieures étaient justifiées par le respect qu'ils portaient aux morts et ils croyaient à la résurrection des corps, mais depuis Vatican II, comme l'a souligné Guillaume Cuchet, dans son livre en particulier « Comment notre monde a cessé d'être chrétien », il n'est plus question des fins dernières et dans les sermons, on n'en parle plus car personne n'y croit plus. D'ailleurs, les églises se vident et un grand nombre tombent en ruine ou sont tout simplement démolies. Le dimanche, le jour du Seigneur, on ne va plus à la messe, mais un grand nombre de salariés est contraint de travailler dans les entreprises commerciales dont le seul dieu est le veau d'or, à moins qu'il ne s'agisse de Mercure, le dieu des voleurs. Quant au culte qui est rendu dans les églises, remarquez à quel point ce culte a changé.
Au siècle dernier, le prêtre et les fidèles étaient tous tournés vers l'Orient, où était apparu le Christ Jésus, et dans le monde entier, les prêtres catholiques célébraient dans la même langue liturgique, sauf quelques exceptions justifiées par d'anciennes traditions, le latin. Aujourd'hui, les catholiques n'ont plus de langue commune et sont de croyances aussi diverses que les protestants. La lecture et la musique tenaient une place importante dans la vie des gens du XXe siècle. Le livre a été remplacé par les diverses tablettes qui diffusent surtout des images, et la musique a été trop souvent dégradée en bruits assourdissants qui ont nom hard rock, black metal, heavy metal, etc. Il faut remarquer de la même façon que la peinture et la sculpture ont subi la même dégradation qui, sous le nom d'art contemporain, s'est imposée partout avec l'appui de l'État et une financiarisation qui en fait un outil de spéculation dont le centre névralgique est à New York. Je vous renvoie aux ouvrages d'Aude de Queyros, L'imposture de l'art contemporain, une utopie financière, et puis un deuxième livre, Art contemporain, manipulation et géopolitique, chronique d'une domination économique et culturelle. Et enfin, le professeur Jean-Louis Harwell a édité un livre qui mérite la lecture, La grande falsification, l'art contemporain. Quelles œuvres resteront de ce XXe siècle finissant et de ces années 2000 ? Les tulipes de Jeff Koons ou les colonnes de Buren. Je ne peux pas choisir, mais il y a lieu de craindre que le cerveau vide de trop de noms contemporains ne fournisse pas grand-chose aux futurs archéologues. La parenthèse communiste. Oui, j'ai sauté quand même un épisode significatif de l'histoire de l'Europe. La révolution communiste ou bolchevique. Les prémices apparaissent en France avec la Commune de Paris de 1871 qui s'inspire du manifeste du Parti communiste de Karl Marx de 1848. Ce mouvement révolutionnaire ressurgit en 1917 avec la victoire des bolcheviks en Russie sous la direction de Lénine et de Trotsky. Cet abcès révolutionnaire perdura jusqu'en 1989, de telle sorte qu'après avoir conclu une alliance avec Hitler, Staline put occuper la moitié orientale de l'Europe. L'effondrement du mur de Berlin en 1989, puis de l'Union soviétique, n'a pas empêché la propagation des métastases marxistes dans le monde entier. Tous les domaines de la pensée en furent atteints. L'une des citadelles de ces officines subversives fut l'école de recherche sociale de Francfort, communément appelée École de Francfort. On y trouve les principaux inspirateurs des trublions de 68 en France, tels que Herbert Marcuse. Une autre école qui participe à l'anéantissement de la pensée occidentale est celle de la déconstruction de Jacques Derrida, mais il est loin d'être le seul et la liste est longue. Depuis Jacques Lacan, Michel Foucault, jusqu'à Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, tous ont contribué à cette déconstruction, anéantissement. Mais ce qui est remarquable est que tous ces soi-disant maîtres de philosophie sont plus ou moins imprégnés de marxisme, et en tout cas pleins de sympathie pour le Parti communiste. Si bien qu'il y a aujourd'hui un domaine sacré où il ne faut jamais porter une main sacrilège, la géographie communiste qui interdit de mettre en doute les bienfaits du communisme et du marxisme. C'est pourquoi, tant que nos élites n'auront pas réagi à cette pensée unique et obligatoire, on ne pourra qu'être inquiet pour l'avenir de l'Occident. Je vous remercie.